Bonjour à tous pour ce premier PACRI de l'année 24-25. Donc, on a, comme d'habitude, deux présentations aujourd'hui et on commence par la présentation d'Olivier Gaufrez. Donc, Olivier était en stage au Labo Mesure jusqu'à fin août, principalement supervisé par Mélisse, ici présente, avec une supervision plus lointaine de moi-même et de Lula, donc à Pasteur. Et il est actuellement au Danemark pour la suite de ses études. Mais voilà, il se connecte avec nous pour nous présenter le travail qu'il a fait, qu'on espère poursuivre. Olivier. Bonjour à tous, toutes. Donc, je vais vous présenter mon projet de stage qui portait sur la modélisation de la transmission des maladies respiratoires en milieu hospitalier et qui tentait de coupler la transmission par contact et environnementale. Donc, tout d'abord, pour remettre un peu de contexte sur les maladies respiratoires, c'est des maladies en milieu hospitalier qui peuvent être contractées pendant un séjour en milieu hospitalier et qui peuvent se répandre entre les patients, mais aussi entre les personnels soignants au sein de l'hôpital. Les modes de transmission de ces maladies respiratoires sont décrites, mais pas complètement décrites en détail pour tous les modes de transmission. Mais les modes de transmission majoritaires se font par les voies respiratoires, donc illustrées sur le schéma à droite. Donc, tout d'abord, une transmission par contact direct, ici avec par contact soit des aérosols, soit contact de membres, et aussi une dispersion d'aérosols infectieux, donc d'un diamètre environ inférieur à 5 micromètres, qui peuvent se répandre dans l'environnement et rester suspendus dans l'air pendant plusieurs heures, et donc avoir une transmission indirecte par des personnes qui respiraient ces aérosols infectieux. Et aussi, il y a une voie de transmission qui s'appelle fomites, donc c'est ces aérosols infectieux qui vont se déposer sur des surfaces, ces surfaces vont devenir infectées, et ensuite, si une personne touche ces surfaces, puis ensuite ces muqueuses, il y a probabilité d'être infectée, mais c'est assez peu décrit dans la littérature, la contribution de cette voie de transmission. Dans la littérature, il existe différents modèles de transmission, donc certains modèles qui se concentrent uniquement sur la transmission par contact rapproché, d'autres qui cherchent à modéliser la transmission des aérosols dans l'environnement avec des modèles de mécanique des fluides assez complexes. Et il existe quelques modèles qui combinent ces deux modes de transmission, mais les modèles qui sont dans la littérature, c'est des modèles assez spécifiques, qui sont très lourds computationnellement et qui demandent une modélisation de l'espace très détaillée, et donc qui sont spécifiques aux situations observées. Et c'est assez incompatible avec le milieu hospitalier qui a pour caractéristique une population très faible, des contacts qui sont très structurés, donc avoir une grande hétérogénéité des contacts en fonction des individus. Et aussi, la particularité, c'est que la localisation des individus est très hétérogène en fonction des individus, avec certaines pièces qui sont accessibles par certains individus ou non. Donc, les objectifs de ce projet, c'était dans un premier temps de développer un modèle mathématique de transmission des pathogènes respiratoires en milieu hospitalier, qui combinerait du coup la transmission par contact rapproché et par la transmission indirecte par les aérosols présents dans l'environnement. Et ensuite, dans un deuxième temps, ce serait d'appliquer ce modèle à des données qui ont été collectées pendant le Covid-19 et ainsi d'évaluer comment différents niveaux de contribution des deux voies de transmission qu'on a détaillées précédemment peuvent impacter les dynamiques de transmission en milieu hospitalier. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter le workflow qu'on a utilisé. Donc, tout d'abord, on a développé le modèle mathématique. Ensuite, on s'est penché sur les données de contact qui ont été mesurées pendant le Covid-19 et avec une modélisation d'un service hospitalier. Et ensuite, on va appliquer ce modèle mathématique sur les données pour simuler des épidémies
et ensuite analyser les résultats pour évaluer du coup l'impact des différents niveaux de transmission. Donc, notre approche de modélisation, elle a été, on s'est basé sur un modèle individu centré, stochastique en temps discret, et c'était un modèle qui nous permettait du coup de décrire chaque individu indépendamment des autres et d'avoir un niveau de détail du coup sur l'hétérogénéité de ces individus. Donc chaque individu, il appartient à une catégorie. Donc on a subdivisé en 3 catégories, donc les patients, les personnels médicaux et paramédicaux. Et ensuite, chaque individu, donc illustré ici, va obtenir un identifiant unique, une catégorie précédemment dite, et un statut infectieux. Donc, on a défini 4 statuts, susceptibles, donc pas encore infecté. Exposé, c'est un individu infecté en période d'incubation. Infectieux, c'est une personne qui a fini sa période d'incubation et qui peut maintenant infecter des personnes susceptibles. Et recovered, c'est un individu qui est soigné et qui ne peut plus contracter la maladie. Donc, en plus de statut infectieux, on va à chaque instant déterminer la localisation de l'individu et les personnes avec qui il interagit. Donc ensuite, on va modéliser les 2 voies de transmission. Donc tout d'abord, la transmission par contact proche. Donc on a ici les 4 statuts infectieux. Et on va déterminer à chaque pas de temps la probabilité de chaque individu susceptible d'être infecté. Cette probabilité, elle dépend de la force d'infection qui peut se découpler en 2 parties. Donc la force d'infection par contact rapproché et par transmission indirecte. Et ici, la force de transmission par contact rapproché, on l'a définie comme bêta, donc le taux de transmission par contact rapproché, multiplié par, ici, c'est le nombre de personnes infectées que l'individu J va rencontrer au pas de temps TI. Et ensuite, du coup, on peut calculer la probabilité associée à ce contact rapproché. Ensuite, on va regarder le modèle de transmission pour la transmission indirecte. Donc ici, on va étudier du coup ce terme et il est défini comme le B, donc la fréquence respiratoire de l'individu, divisé par VK, c'est le volume de la pièce où se trouve l'individu J. Donc ça va être la pièce K. Donc ici, c'est les pièces disponibles dans notre modèle, multiplié par la quantité de pathogènes infectieux qui est présente dans la pièce K au temps TI. Donc cette quantité, elle est définie de façon itérative comme la quantité qu'il y avait au temps précédent, mais qui va subir du coup une inactivation, et qui ici est modélisée par exponentielle de moins mu, et du coup ça va être une décroissance exponentielle de cette quantité. Mais aussi, il va y avoir tous les individus infectieux qui sont présents dans cette pièce, qui vont excréter des aérosols, et donc c'est ce qui est modélisé par nu fois le nombre de personnes infectées dans cette pièce, et nu qui va être du coup le taux d'excrétion d'aérosols infectieux. Les hypothèses de ce modèle, ça va être une homogénéité des aérosols au sein d'une pièce, donc chaque aérosol va être mélangé de façon homogène dans chaque pièce, et qu'il n'y a pas de différence entre l'excrétion et la respiration en fonction des différents individus. Donc, une fois qu'on a ce modèle, on va se pencher du coup sur les données de contact qui ont été mesurées. Donc, ça a été mesuré pendant l'étude de NOTSCOV2 qui a été dirigée par Didier Guillemot. Donc, chaque individu dans l'hôpital portait des capteurs de présence, plutôt des capteurs qui permettaient de déterminer quels individus étaient proches à moins de 1,50 m, dans un rayon de 1,50 m, et qui pouvaient déterminer du coup la durée où chaque individu était dans ce rayon. Ça a été une étude qui a été déployée dans environ 17 services et qui observait pendant une quarantaine d'heures ces interactions pendant la première vague globalement du Covid-19. Parmi ces 17 services, on a sélectionné le service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Et on l'a sélectionné parce que les patients, du coup, dans ce service étaient immobiles. Et ici, on peut voir, du coup,
nombre d'interactions au cours du temps pendant chaque période dans le service de réanimation de Raymond Poincaré. Donc, une fois qu'on avait ce service, on a tronqué ces données pour sélectionner uniquement 24 heures pour éviter les biais de récupération des capteurs et de changement des capteurs. Et on a sélectionné uniquement les données du personnel soignant et des patients, parce qu'il y avait aussi des personnels administratifs, etc. Donc, on a récupéré uniquement ces données. Et ensuite, pour simuler sur une longue période, on a mis bout à bout ces 24 heures pour obtenir une période de 90 jours. Et c'est une hypothèse qui va s'appeler Endless Day. Donc, chaque jour sera le même. Et maintenant qu'on a ces 90 jours de données, on a besoin de modéliser les entrées et sorties de nouveaux patients, parce qu'on a uniquement les patients d'une journée. Donc, pour ça, on a développé un algorithme qui permet de simuler ces entrées et ces sorties. Donc, on va tirer un nouveau patient à partir des données réelles des patients qui étaient mesurés. On va lui assigner une durée de séjour dans l'hôpital, dans une loi uniforme de 6 à 13 jours. Donc, c'est le temps moyen passé dans un service de réanimation avec ou sans Covid. Et ce patient nouvellement simulé va hériter des mêmes localisations et des mêmes interactions que le patient qui va être remplacé. Et ensuite, du coup, avec cet algorithme, on a permis du coup d'obtenir environ 200 patients sur la période de 90 jours de simulation. Ensuite, comme notre modèle, il est modélisé du coup avec une partie d'interaction, mais aussi une partie des localisations, l'étude Noscope 2, elle récupérait uniquement les données d'interaction. On a dû reconstruire les localisations de chaque individu. Et pour ça, on a créé un algorithme qui est divisé en 3 étapes. Donc, une première étape qui va assigner les localisations aux individus lorsqu'ils ont des interactions. Donc, pour ce faire, c'est ce qui est illustré juste ici. Donc, on va reconstruire ce qu'on appelle des clusters d'interaction. Donc, ça veut dire les chaînes en fait, de contacts à chaque pas de temps. Et on va, selon des arbres de décision, on va reconstruire la localisation de tout ce cluster d'interaction. Donc, chacun des individus qui sont dans ce même cluster vont avoir la même localisation au même pas de temps. Ensuite, une deuxième partie de cet algorithme, ça va être un lissage pour avoir des trajectoires qui sont plus réalistes et qui vont être lissées au cours du temps. Et ensuite, une troisième partie, ça va être pour chaque individu, lorsqu'il n'a pas d'interaction, on va, avec des arbres de décision encore, lui assigner une localisation pour pouvoir avoir une localisation sur toute la période d'étude. Et ces localisations, pour l'instant, on a défini du coup les chambres de patients, donc qui peuvent être simples ou multiples en fonction des données étudiées, un bureau pour les médecins, une salle de soins et des salles de repos spécifiques pour le personnel médical et paramédical. Et ensuite, on aura un couloir qui connectera toutes les pièces. Donc, une fois ces localisations reconstruites, on peut voir du coup qu'il y a une grande hétérogénéité en fonction de la catégorie des individus au niveau des localisations, avec globalement les mêmes temps passés dans les salles de repos, mais dans les salles spécifiques, on peut voir que selon la catégorie, on n'a pas les mêmes localisations. Donc ici, on observe le temps cumulé passé dans chaque type de pièce sur 24 heures. Une fois qu'on a reconstruit ces localisations, on peut aussi regarder les trajectoires globales au niveau de l'hôpital de chacun des individus pendant une journée. Donc, ça permet de voir, en fonction de l'heure de la journée, les zones à plus haute densité, etc. Pardon. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a ces localisations, ces interactions et le modèle, on va appliquer ces données pour faire une étude de simulation. Donc, ici, on cherche à explorer comment différents niveaux de contribution de chaque mode de transmission peut impacter la dynamique épidémique. Donc, pour ce faire, on va créer 5 scénarios qui ont des niveaux de contribution différents. Donc, pour ça, on a d'abord effectué une
une grid search pour déterminer tous les couples de paramètres qui permettaient d'obtenir un taux d'attaque secondaire entre 20 et 30%. Donc le taux d'attaque secondaire, ici qui a été défini comme le nombre d'infectés sur la période divisé par le nombre de susceptibles sur toute la période. Et en fait, ces couples vont donner des épidémies qui sont globalement similaires, donc qui donnent un même taux d'attaque secondaire. Et ensuite, on va déterminer des scénarios qui permettent d'obtenir différents niveaux de transmission, mais qui résultent avec des épidémies similaires, globales. Et donc, on va identifier des proxys qui vont permettre, si on monte ou si on augmente ou diminue ce paramètre, donner des taux de transmission différents, des contributions différentes. Donc, pour les contacts rapprochés, on va utiliser bêta, le taux de transmission par contact rapproché. Donc, on va l'augmenter ou le diminuer. Et pour la transmission indirecte par aérosol, on va utiliser nu, qui est l'excrétion d'aérosols infectieux dans l'environnement. Et donc, plus on augmente nu, plus il y aura d'aérosols infectieux dans la pièce, et du coup, plus il y aura une probabilité d'être infecté à cause des aérosols infectieux. Donc ici, c'est les 5 scénarios qu'on a définis. Et ensuite, pour avoir la distribution de chaque couple de paramètres, donc chaque scénario, on a besoin d'effectuer 200 simulations puisque notre modèle est stochastique. Et du coup, une fois ces simulations faites, on peut, du coup, pour chaque scénario, la dynamique épidémique, donc ici le nombre d'infectés au cours du temps, on peut voir que pour un même scénario, il y a une grande hétérogénéité en fonction des simulations, donc ce qui est dû du coup à la stochasticité de notre modèle, mais aussi du choix aléatoire du K-index. Cependant, on peut voir qu'au niveau global, on n'observe pas une grande différence en fonction des scénarios. Cependant, quand on regarde le taux d'attaque secondaire relatif à la transmission, au mode de transmission, on peut voir qu'on retrouve ce à quoi on s'attendait. Du coup, lorsqu'on augmente bêta, notre taux d'attaque secondaire relatif à la transmission par contact va augmenter. Et de façon analogue, quand on va augmenter nu, le taux d'attaque secondaire relatif à la transmission par l'environnement va aussi augmenter. Donc ensuite, on va regarder du coup l'impact au niveau de la transmission pour les différentes catégories d'individus. Donc, on peut voir ici, lorsqu'on augmente bêta, le taux d'attaque secondaire relatif aux patients va augmenter. Donc, les patients vont être plus susceptibles à une transmission par contact rapproché. Et de façon analogue, lorsqu'on va augmenter bêta, cependant, on va diminuer le taux d'attaque secondaire relatif au personnel paramédical, sauf dans le scénario 5. Et du coup, on retrouve ici cette augmentation. Cependant, on peut voir aussi pour chaque catégorie la contribution de chacune des deux voies. Donc, on peut voir que pour les patients, on va avoir majoritairement une transmission qui va se faire par contact, quels que soient les paramètres choisis, donc la contribution de bêta ou nu, sauf dans le scénario 1, et inversement pour le personnel paramédical, on peut voir l'inverse, du coup, une transmission qui se fera majoritairement par l'environnement. Donc, voilà, maintenant, on va passer à la discussion. Donc, les limitations de notre modèle, c'est tout d'abord qu'on a décrit la relation entre la concentration des aérosols infectieux et la force d'infection de façon linéaire jusqu'à présent et sans seuil. On pourrait imaginer du coup que ça puisse être une relation log linéaire avec un seuil de particules infectieuses dans l'environnement avant que cet environnement soit infectieux. De plus, les données qu'on a utilisées, les données d'interaction, elles ne sont pas complètes. Il y a des personnes qui ont refusé de porter le capteur. Il y a eu des capteurs qui ont pu être dysfonctionnels. Donc, il y a quand même des biais dans ces données d'interaction. Et on a des données pour uniquement une journée. Donc, on a été obligé de faire une hypothèse de jour sans fin. Donc, on n'a pas de variabilité dans les patterns de contact au cours du temps. Sur les 90 jours, on va avoir uniquement les mêmes contacts chaque jour pendant 90 jours. Ensuite, les données de localisation qu'on a reconstruites, elles ne cherchent pas à reconstruire exactement ce qui peut se passer dans ce service.
mais elle cherche à plutôt être générale et pouvoir s'appliquer à un service, quelconque. Et on a aussi la sélection du cas index aléatoire qui influence grandement notre dynamique d'épidémie. Et par exemple, avec des arrêts d'épidémie très tôt, puisque l'individu a peu d'interactions et du coup va avoir peu de probabilité de transmettre le pathogène respiratoire. Et pour conclure, du coup, notre modèle de transmission, on a choisi du coup de prendre un modèle individu centré pour avoir un suivi de chaque individu qui utilise du coup des données réelles de contact et qui intègre la dimension spatiale. Et notre modèle de reconstruction des localisations, ça permet d'avoir une reconstruction qui est générique, qui on a vu, correspond à ce qui est attendu de chaque type, de chaque catégorie d'individus au niveau d'un hôpital. Et c'est un modèle qui peut être appliqué à d'autres jeux de données. Et par exemple, du coup, dans l'étude NOSCOV, il y a aussi un autre service de réanimation, d'Édouard Herriot à Lyon, sur lequel ce modèle pourrait être appliqué. Et du coup, ce projet, c'est une preuve de concept générique qui a été appliquée au service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré. Donc, je tiens à remercier Mélisse Payan, Lula Opatowski, Didier Guillemot et Julien Derdevé de l'Institut Pasteur, Laura Temim du CNAM et Djilali Hanan, responsable du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré, sans qui ce projet n'aurait pas été possible. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Olivier. Des questions? Une question. Ouais. Salut. Je voulais savoir qu'est-ce qui expliquerait que pour les soignants, la contamination soit plus liée aux aérosols qu'au contact, si j'ai bien vu la dernière figure. Ça serait en fait ce qu'ils partagent avec d'autres personnels soignants, globalement des salles communes, donc avec la salle de repos pour les personnels soignants et aussi la salle de soins où ils vont se retrouver pour préparer par exemple les comptes rendus de chaque patient, etc. Et du coup, des personnels soignants infectés peuvent se retrouver dans ces pièces, excréter des aérosols et du coup contribuer à l'infection d'autres personnels soignants, alors que les patients, ils restent dans la même pièce. Et du coup, ça dépend uniquement d'un nombre limité de personnels soignants qui viendraient dans sa pièce, dans sa chambre, pendant un temps limité. Et du coup, l'excrétion d'aérosols, elle est sur un temps plus court dans les chambres sur un temps plus long dans les chambres de patients, mais avec moins de personnes, alors que dans les salles communes, elle est plus longue, elle est plus courte, ou plus longue, ça dépend des individus, mais il y a plus de personnes qui sont engagées, quoi. Je sais pas si ça répond. Un peu, je vais réfléchir à... Mais ouais, merci. Merci. Pas de questions? D'ailleurs, n'hésitez pas à allumer vos caméras parce que sinon, ouais. On a l'impression d'être tout seul. D'être toute seule. Alors, je vous vois, Lara. Là, chez vous, il y a tous les monde autour d'une table. Oui, on est dans une grande pièce, mais... Ouais. Merci. Olivier, peut-être une question. Alors, je pose toujours des questions un peu naïves, un peu qui sont au-delà. Donc là, si je comprends bien, ce modèle, il devrait être reformulé pour chaque service individuellement en fonction des données, ou est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des paramètres dont tu penses qu'ils sont partagés entre les services et donc du coup, il y aura des formulations des modèles qui sont en fait applicables à, je ne sais pas, à certains types de services qui fonctionnent de la même façon? Il y a un type de données d'interaction qui est à peu près commune à tous les jeux de données de NOSCOV et à d'autres données d'interaction. Et c'est des données qui sont directement prises par le modèle, donc il y a plutôt pas trop besoin de reformuler, mis à part les spécificités, entre guillemets, je veux dire,
le nombre de chambres doubles et les individus qui sont en chambre double. Donc, c'est quand on va reconstruire les localisations, on a besoin de ces données un peu, connaître le nombre de chambres ou le volume de ces pièces. Du coup, si pour calculer la concentration des aérosols dans chacune des pièces. Mais sinon, comme les paramètres qui sont, on a effectué du coup une recherche par grid search, ils sont pas les taux de transmission, ils sont pas dérivés de la littérature. Donc c'est juste, on peut pas faire d'inférence à partir de données quoi, pour l'instant. Oui, c'est à venir. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, pour l'instant, c'est pas. Alors, désolé, hein, c'est très basique, mais c'est pas spécifique à une pathologie ou c'est plutôt Covid, on va dire. C'est à quel point est-ce que c'est transférable à, je ne sais pas, une épidémie de rougeole, on va dire, pour aller loin. C'est pas spécifique à un pathogène en particulier. Justement, ce qu'on a fait du coup pour voir la contribution de chacun des niveaux, c'était connaissant un pathogène et la contribution de, par exemple, s'il est plus transmissible avec les contacts ou alors très transmissible avec les aérosols. Si on connaît à peu près ces ratios, on peut essayer de s'approcher du coup de ce pathogène. Et du coup, on peut modéliser à peu près chaque type, entre guillemets, de pathogène respiratoire en connaissant un peu ses caractéristiques. Et il y a d'autres modèles qui font ça ou c'est ou est-ce que toi, votre modèle est très spécifique, très un des premiers et donc ou est-ce qu'il y a d'autres modèles qui font ça et qui sont utilisés éventuellement déjà? Il y a peu de modèles qui essayent de mélanger les deux. Et ceux qui mélangent les deux, en fait, ils se focalisent vraiment sur un service. Donc, ils modélisent de façon, avec de la mécanique des fluides, vraiment toutes les sorties d'air, toutes les entrées d'air, etc. Et c'est des modèles qui sont du coup très spécifiques au service étudié, quoi. Alors qu'ils cherchent plutôt à voir des différences entre différents niveaux, des différences d'intervention, de façon générale sur un hôpital type, entre guillemets. Merci. Peut-être, Judith, pour compléter l'histoire par rapport à ce que c'est pourrait modéliser d'autres pathogènes respiratoires. En fait, là, on a fait l'hypothèse d'un pathogène un peu moyen avec une durée d'incubation, une durée d'infection qui est relativement courte. Donc, ça pourrait être soit du Covid, soit de l'influenza, par exemple. Mais c'est des choses qui sont... C'est la partie du modèle la plus simple à changer, quoi, si on peut dire ça comme ça. Toute la partie qu'a décrit Olivier sur la reconstruction de la localisation des individus, etc., ça, c'est la partie un peu plus compliquée et qui, comme il l'a bien souligné, a pour but d'être générique. Voilà, pas spécifique à un type de service hospitalier. D'ailleurs, c'est des arbres de décision qui ont été formulés avec l'aide de Julien et essentiellement Julien Derdevec qui est médecin et qui a travaillé dans plusieurs services. D'accord, merci. Il y a une question côté Pasteur, Abdoul et je crois et compagnie, vous êtes plusieurs. Oui, bonjour. Ah, il y a le micro qui est coupé. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, j'ai eu une partie de la réponse à ma question, en fait, à la dernière intervention, là, par rapport au type on va dire, de germe, en fait. Moi, je voulais la poser, en fait, surtout dans mon contexte, le cas de la tuberculose, en fait, qui est une pathologie assez, on va dire, importante chez moi et qui est beaucoup transmise aussi dans le milieu hospitalier, en fait. Donc, c'était vraiment pour voir si ça s'adapte à un germe comme le bacille en fait, de la tuberculose, en fait, et sous quelles conditions, parce qu'on a des climats un peu secs chez nous, avec
beaucoup de vent et tout, est-ce que cette modélisation peut prendre en compte en fait ce type de germe et ce type d'environnement en fait qu'on a chez nous? C'est une question purement clinique en fait. Du coup, ce modèle, il s'inspire du modèle global de transmission respiratoire qui était basé uniquement sur la tuberculose. Du coup, c'était un modèle qui a été appliqué dessus. Et en fait, ce qui pourrait être modifié en fonction du climat chaud, du vent, c'est la décroissance exponentielle des aérosols qui sont présents dans l'environnement. Donc, c'est le taux exponentiel moins mu qui, nous, on a uniquement déterminé ce terme en fonction du coup de la ventilation naturelle de la pièce, mais on peut rajouter des termes avec un traitement UV ou, par exemple, une décroissance qui va être plus forte en cas de grande chaleur ou en cas d'une plus grande circulation de vent. Du coup, on peut ajuster le modèle en fonction des caractéristiques climatique et mécanique, plutôt pas mécanique, mais le traitement de l'air dans l'hôpital, quoi. Donc oui, je pense qu'il peut être appliqué. Ouais. Ok, ben merci. D'ailleurs, j'ai parlé de la rougeole, qui est évidemment pas une maladie respiratoire, mais en même temps, il y a quand même cet aspect, comme avec la varicelle, cette transmission par l'air, qui est quand même démontré, c'est pas que contact direct. Donc, c'est aussi d'autres pathologies qui suivent un peu cette même voie de transmission, même si elles sont pas, les pathogènes ne sont pas vraiment expulsés par les poumons. Alors, du coup, merci beaucoup, Olivier. Je propose qu'on passe à la deuxième intervention de l'après-midi. Et Amanda, si tu es prête à partager tes diapos. Donc, Amanda, elle est étudiante du master Pasteur-CNAM et elle est actuellement en stage de master avec moi. Et elle a repris les données de PrEF-HPV que vous avez déjà vues, cet essai randomisé pour tester des interventions pour améliorer la vaccination HPV, alors la couverture vaccinale. Et voilà, donc c'est peut-être, alors je ne sais pas si je peux promettre que c'est la dernière présentation de PrEF-HPV, peut-être on aura encore des idées, mais voilà, en tout cas, une en plus. Merci beaucoup, Amanda. Très bien. Donc, comme l'a introduit Judith, voilà, là, je vous présente les travaux qui sont en cours de finalisation, donc ce n'est pas complètement abouti. Dans le cadre d'un stage du coup, que j'ai réalisé du coup, dans son équipe, pour du coup, vous présenter une analyse de médiation qui consiste en effet à montrer en fait le potentiel rôle médiateur des connaissances, attitudes et pratiques qu'on va avoir entre une intervention qui a eu lieu dans des collèges et la couverture et l'intention vaccinale contre les HPV. Donc, quelques informations d'introduction pour vous donner quelques éléments sur les HPV, sans non plus trop détailler, parce que je sais que ce n'est pas l'objet. Donc, ce qu'on sait sur les HPV, c'est qu'il y a beaucoup de types de HPV, à peu près 200, mais il y a surtout deux types qui nous intéressent, les types 16 et 18, parce qu'ils sont responsables de nombreux cancers. On connaît assez bien généralement le cancer du col de l'utérus, mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres cancers qui sont associés au HPV, notamment le cancer de l'anus, du pénis, de la vulve, du vagin et également de la sphère ORL. Au niveau de la transmission, on dit souvent en fait que les papillomavirus, du coup, ce sont des IST, parce que certes, il y a une transmission par contact direct, mais c'est quand même un contact direct peau à peau, donc on n'est pas forcément du coup sur une contamination uniquement sexuelle, même si c'est très fréquent. L'INCa estime au niveau de l'incidence qu'on a à peu près 6400 nouveaux cas de cancer associés au HPV par an. Et actuellement, on a deux vaccins qui sont recommandés, le Gardasil 9 et le Cervarix. Donc, le Gardasil 9, il protège contre 9 types de HPV, donc c'est celui-là qui est le plus utilisé. Alors, au niveau de la couverture vaccinale en France, actuellement, les dernières données dont on dispose nous disent que parmi les jeunes de moins de 15 ans qui ont effectué une dose du vaccin, il y a du coup à peu près 55% des filles qui sont vaccinées contre 26% des garçons qui sont vaccinés. Peut-être que là, vous vous dites, bon, c'est pas trop mal comme pourcentage, ça va.
Ben, en fait, non, c'est pas génial, sachant qu'on a pas mal de voisins européens qui ont du coup des couvertures vaccinales bien meilleures que les nôtres. Et ce qui est important de rappeler également, c'est qu'en France, on a un objectif pour 2030 qui est d'atteindre une couverture de 80%. Donc, in fine, en fait, la France n'est pas bien placée au niveau de la couverture vaccinale. Et pour remédier à cela, en effet, il y a eu l'étude PrEV-HPV. Donc, je vais un petit peu en parler. Je suis désolée pour ceux qui connaissent déjà. Je ne vais pas non plus trop en parler, mais c'était quand même important que je redise quand même certaines informations clés. Donc, c'est une étude en fait qui visait à comprendre les barrières par rapport à l'adhésion vaccinale, mais également aussi à identifier des éventuels leviers pour justement que la couverture vaccinale soit plus importante. Donc, c'est un essai randomisé qui a démarré en 2019. Du coup, ça incluait 91 collèges à plus de 30 000 adolescents. Et l'intervention du coup qui a été testée, elle se décomposait en 3 composantes. Donc on avait la composante EMM, qui est donc l'éducation, motivation, mobilisation. Donc là, on est vraiment sur des séances éducatives actives directement avec les adolescents. On avait la composante qu'on appelle facilitation d'accès. Donc là, en fait, c'était de faire venir des centres de vaccination au sein des collèges pour que les adolescents puissent être vaccinés in situ et de façon gratuite. Et la 3e composante, c'est la formation des médecins généralistes qui visait du coup à donner plus d'outils de support pour pouvoir mieux accompagner, mieux conseiller les jeunes et les encourager à se faire vacciner. Donc voilà, sur un essai randomisé, voilà, c'était présenté du coup en 6 bras, avec du coup dans chaque bras une ou plusieurs composantes, et il y avait un bras témoin. Donc, comme je l'ai dit, en fait, c'est une étude qui a démarré en 2019, donc il y a déjà beaucoup de publications qui ont eu lieu, et c'est grâce notamment aux résultats de ces publications, du coup, qu'on a pu justement aiguiller un petit peu la problématique des travaux que je suis en train de vous présenter. Donc, les principaux résultats, on va dire, de PrEV-HPV, c'est de dire que il y a uniquement en fait la composante vaccination gratuite qui a vraiment eu un effet significatif sur la couverture vaccinale. Et on a ensuite les travaux de José, qui est avec nous, qui ont montré que, par contre, la composante EMM et la composante facilitation d'accès avaient aussi un effet favorable, mais si on combinait l'outcome statut vaccinal et intention vaccinale. Et encore une étude de José qui montrait aussi que le fait d'avoir ces séances éducatives au niveau des collèges auprès des adolescents, ça permettait en fait d'améliorer leurs connaissances, leurs attitudes et leurs pratiques et d'être du coup plus enclins, plus favorables à la vaccination. Donc à partir de ça, on a pu du coup élaborer du coup l'objectif de ces travaux. Voilà. Et du coup l'objectif général, là, c'est vraiment d'évaluer si cet effet positif des séances d'éducation sur le statut vaccinal ou l'intention vaccinale sont médiées par cette amélioration des connaissances, aptitudes pratiques. Donc CAP, vous le verrez, c'est connaissances, aptitudes pratiques. Et l'objectif plus spécifique, c'est vraiment d'évaluer chaque variable CAP une par une et de estimer en fait leur effet indirect en tant que médiateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir mesurer en fait du coup cette amélioration au niveau des connaissances, attitudes pratiques, il y a du coup un questionnaire qui a été élaboré selon du coup une approche CAP et qui notamment combinait aussi le modèle des 7C. Je ne rentrerai pas dedans parce que c'est un autre sujet. Et en fait, ce questionnaire, il a été octroyé donc, une fois avant l'intervention et une fois après l'intervention. C'est le même questionnaire. Dans ce questionnaire, on avait du coup 23 variables CAP. Donc 8 sur les connaissances, 9 sur les attitudes et 6 sur les pratiques. Et in fine, on a eu du coup 2758 observations à analyser parce qu'en fait, il fallait réussir du coup à apparier les questionnaires avant, après, en s'assurant de prendre du coup des questionnaires qui avaient été correctement remplis. Voilà, alors je vous ai parlé d'analyse de médiation dans l'intitulé. Voilà, étant donné que je ne savais pas si tout le monde savait ou pas ce qu'était une analyse de médiation, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc l'analyse de médiation, en fait, c'est l'idée en fait d'expliquer les mécanismes sous-jacents qui vont expliquer la relation entre une exposition et un résultat. Et en fait, l'idée, ça va être de décomposer en 2 effets, donc un effet indirect et un effet direct. Et cet effet indirect, en fait, il serait expliqué par la présence en fait d'un médiateur qui se trouverait un peu sur le chemin causal entre l'exposition et l'outcome. Donc là, le médiateur, il est du coup influencé par l'exposition et ensuite, ce médiateur va aussi influencer l'outcome à son tour. Donc à la fin, du coup, voilà, on a du coup ce qu'on appelle l'effet total.
Là, c'est décomposé du coup en un effet indirect et un effet direct. Et du coup, faut se rappeler que voilà, l'effet total, ça reste du coup la somme de l'effet direct et de l'effet indirect. Alors nous, dans notre cas précis, qu'est-ce qu'on va analyser? Du coup, on va regarder au niveau de l'exposition si la composante EMM a eu en effet un impact sur l'amélioration des connaissances, des attitudes et des pratiques, qui à leur tour vont avoir du coup un impact sur le gain en fait sur la couverture et sur l'intention vaccinale. Donc là, on a du coup 3 variables. Nos 3 variables, elles sont binaires. Donc pour la variable EMM, bon, c'est de savoir du coup si l'adolescent était dans un bras qui avait du coup la composante EMM. Pour du coup le gain en cap, bah, du coup on regarde l'évolution entre les 2 questionnaires avant et après l'intervention. Et pareil du coup pour la couverture et l'intention vaccinale. Alors pour du coup l'analyse de médiation, on a procédé à 2 approches. On a d'abord l'analyse de médiation que j'ai appelée classique. C'est du coup, c'est dans les années 80 du coup que c'est apparu, donc c'est les premières analyses de médiation. Et là, ça consiste en fait à mettre en place du coup des modèles de régression logistique, où comme vous voyez du coup sur la figure, on va faire du coup plusieurs modèles et ensuite on va pouvoir travailler en comparant ces différents modèles et du coup estimer du coup s'il y a un effet de médiation ou pas. Avec les années, le modèle en fait, enfin l'outil analyse de médiation a été travaillé et maintenant est plus sophistiqué. On appelle analyse de médiation causale. Et en fait, cette technique, elle est plus robuste parce que du coup, elle prend davantage en compte les effets causaux. Elle se base plus sur des DAG. Elle va pouvoir prendre en compte du coup tout ce qui est variable confondante et en même temps, elle va pouvoir nous donner directement du coup l'effet direct et l'effet indirect. Et par ailleurs, elle nous permet aussi de connaître la proportion qui est médiée, c'est-à-dire la part en fait qu'on attribue à un médiateur. Alors, au niveau des résultats, pour l'analyse de médiation classique, du coup, on a identifié 14 variables qui pourraient être considérées comme des variables médiatrices potentielles, dont 6 sont des attitudes. Alors là, je ne vous ai pas montré la figure, enfin le tableau avec tous les résultats, je trouvais ça pas très digeste, mais si besoin, je les ai. Mais c'est vrai qu'en 15 minutes, ça me paraissait un petit peu court. Et par rapport à l'analyse de médiation causale, là, je vais vous montrer un peu plus de détails. Là, du coup, je vous montre en fait les odds ratios de l'effet indirect. Donc là, on est uniquement sur les connaissances. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a du coup certaines variables, en effet, qui ont en effet un effet indirect significatif. Ici, on en a 4. On retrouve exactement les mêmes du coup dans l'analyse de médiation classique. C'est assez rassurant. Je ne vous détaille pas encore les items, hein, j'y viendrai après. Au niveau des attitudes, pareil. Là, on voit qu'on a 6 variables du coup qui ont un effet indirect significatif. Et pour les pratiques, on en a du coup 4. Et là, c'est vrai que j'ai identifié qu'il y avait par contre 2 variables qui n'avaient pas les mêmes effets que dans l'analyse classique. Donc ça, ce sera encore à creuser. Donc en gros, ce que nous disent du coup ces résultats, si on prend du coup les variables avec des effets les plus significatifs, on voit en fait qu'au niveau des variables connaissances, ce qui ressort, c'est que le fait du coup de connaître correctement le rôle du vaccin dans l'élimination du cancer a un effet indirect important. Je vous ai indiqué les proportions médiées entre parenthèses. De même, le fait de bien comprendre pourquoi est-ce qu'il faut se faire vacciner dans telle tranche d'âge, c'est également important. Et le fait également de se dire qu'on a une meilleure connaissance des informations sur le vaccin, c'est également un point important. Au niveau des attitudes, là, c'est vraiment l'effet le plus marquant, notamment la variable en fait qui permet en fait de reconnaître que les bénéfices en fait du vaccin sont plus importants en fait que les risques encourus par le vaccin. Là, on a vraiment une médiation qui est assez importante, de l'ordre de 0,31. Et c'est également le cas aussi, le fait de considérer que le vaccin, il est plus sûr, mais il est également facilement accessible. Enfin, au niveau des pratiques, on a 2 variables du coup qui sortent aussi un petit peu du lot. C'est le fait du coup d'avoir discuté du vaccin avec ses amis et également être convaincu en fait que la vaccination, elle contribue à l'éradication des HPV. Donc là, quand on regarde du coup connaissances, attitudes et pratiques, on voit bien que les attitudes prennent le dessus, suivi des pratiques et ensuite des connaissances. Alors ensuite, on a voulu aller un petit peu plus loin
ce qu'on a fait, du coup, c'est on a en fait pris plusieurs variables médiatrices qu'on a du coup mis ensemble pour pouvoir estimer la proportion médiée d'un ensemble de variables. Donc, je vous ai mis une petite icône où voilà, terrain glissant, parce qu'en effet, ce n'est pas forcément des données extrêmement précises. Il y a beaucoup de limites et je vais vous les présenter. Mais je trouve ça quand même intéressant de vous en parler parce qu'il y a quand même des tendances qui sortent. Donc, vous voyez là, quand on regarde par exemple l'ensemble du coup des variables connaissances, on voit que l'effet médié total, on va dire, est de 46%. Pour les pratiques, c'est 45%. Et clairement, les attitudes prennent le dessus. Mais bon, bien sûr, il y a des limites parce qu'en fait, on voit bien déjà que quand on fait la somme de connaissances, pratiques et attitudes, on est au-dessus des 100%. Donc, il y a clairement, en fait, des corrélations, des interactions entre différentes variables. Donc, on ne peut pas vraiment, voilà, il faut prendre ça vraiment avec des pincettes, c'est ça que je veux dire. On a également, du coup, essayé de mélanger, en fait, des variables connaissances avec des variables pratiques, attitudes pratiques, et ensuite mettre vraiment toutes les variables ensemble. Et voilà, et malgré les limites que je viens de vous évoquer, il y a quand même quelque chose qui ressort qui est assez intéressant, c'est de dire qu'en fait, les attitudes, seules, elles sont 61%, mais quand bien même on additionne en fait connaissances, attitudes et pratiques, on reste toujours à 61%. Et ça, en effet, c'est logique par rapport à plusieurs hypothèses qui sont déjà assez reconnues dans la littérature, qui est de dire qu'en fait, les attitudes absorbent quelque part les gains en connaissances et en pratique. Voilà, on sait bien que pour qu'il y ait un changement d'attitude, il faut d'abord, en amont, qu'il y ait du coup une amélioration des connaissances. Donc, c'est pour ça que ça pourrait expliquer cette saturation un petit peu au niveau de l'effet médié. Voilà, mais comme je vous le dis, voilà, ça c'est terrain glissant. Alors, au niveau des limites et des forces du coup de cette étude, au niveau des limites, on ne l'a pas évoqué avant, voilà, mais c'est quand même un design en aveugle, donc les écoles savaient du coup quelle intervention et quelle composante on allait du coup leur donner. Il y a bien évidemment des possibles biais de classement, notamment avec les informations collectées dans les questionnaires. On a aussi pensé à des biais de désirabilité sociale, donc l'adolescent du coup va remplir le questionnaire en fonction de ce qu'on attend de lui. On a eu un effet de randomisation qui n'a été pas aussi optimal qu'attendu, parce que finalement, la taille de l'échantillon était plus réduite que prévu. Et voilà, on a aussi le souci de la temporalité, de savoir si finalement le gain en couverture est apparu avant ou après le gain en cap. Et enfin, on a le rôle des parents qui est quand même assez important quand même sur des adolescents, des mineurs, qui n'est pas pris en compte. Au niveau des forces, on en a un petit peu moins. Voilà, c'est quand même une approche voilà, qui est basée sur connaissances, attitudes, pratiques, donc c'est quelque chose quand même de robuste, associé en plus avec le modèle des 7C. Voilà, nos résultats sont quand même conformes avec ce qu'on trouve dans les littératures. Ça reste un essai randomisé, donc même si je l'ai un peu critiqué avant, ça reste quand même quelque chose de solide. Et pareil pour l'analyse de médiation causale, c'est une technique qui est quand même très robuste. Pour conclure, ce que je vous dirais, c'est voilà, quand même, on a réussi à démontrer en effet que l'amélioration des CAP pouvait être du coup un médiateur dans la relation entre des sciences éducatives au collège et l'augmentation de la couverture et l'intention vaccinale. Il y a clairement un effet plus marqué sur les attitudes, notamment sur cette variable bénéfice-risque, mais également aussi sur la facilité et la sûreté du vaccin. Et enfin, du coup, ce qu'on peut conclure, c'est voilà, la stratégie un peu la plus prometteuse pour du coup améliorer la couverture vaccinale, c'est de combiner cette facilité d'accès, donc en effet de mettre dans les collèges des campagnes, voilà, une vaccination gratuite, ce qui a été fait notamment l'année dernière lors de la campagne nationale, mais c'est quand même indispensable d'avoir aussi ce volet éducation qui aura un effet, on va dire, à plus long terme. On est vraiment sur de l'intention vaccinale, donc ça ne ressort pas tout de suite, mais évidemment, il faut se rappeler que les adolescents d'aujourd'hui sont des adultes de demain, donc ça pourra avoir des effets positifs. Donc, si là, je ne sais pas, la ministre de la Santé, notre nouvelle ministre Geneviève Darrieussecq me demandait, je lui dirais, c'est bien quand même de mettre des séances d'éducation en même temps que lancer les campagnes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Amanda. Merci.
Mais il y a un petit souci de smiley, hein, c'est pour ça qu'on rigole. Donc voilà. J'avais une question. Toi, tu as une question, Karine? Merci pour la présentation. Je voulais revenir justement sur la limitation, enfin le dernier point de l'étude par rapport à l'importance des parents. Il me semble que pour se faire vacciner, il faut l'autorisation des parents, y compris pour remplir l'enquête ou pas? Non, le questionnaire, il a été du coup octroyé en classe avec les professeurs, donc pas avec les parents. Sans autorisation au préalable? Alors, l'autorisation, le consentement qui est demandé, du coup, c'est pour le vaccin. Après, le questionnaire, je ne sais pas, je regarde Judith, mais je ne pense pas que pour remplir dans le l'étude, questionnaire. en fait, il y avait la possibilité de s'opposer à la participation de l'enfant au questionnaire. Donc, c'était toute une affaire d'ailleurs, hein, d'obtenir cela. Mais on n'a pas eu besoin de consentement individuel pour participer au questionnaire, mais c'était le droit d'opposition que personne n'a utilisé en fait. D'accord. Bah, justement, je trouve que l'importance des parents de ce genre d'enquête est quand même primordiale, notamment pour l'éducation, le module là où il y avait éducation, motivation. Je pense que ça aurait été bien de le faire aussi pour les parents. Ils pourraient peut-être inciter, je sais pas, pour les prochaines études, pour augmenter le pourcentage des gens qui veulent se vacciner. Oui, alors en fait, il y a eu en effet une étude du coup auprès des parents, mais malheureusement, il n'y a pas eu assez de réponses pour que ce soit vraiment très intéressant. Donc moi, j'en parle pas du tout, mais il y a eu quand même des études auprès des parents. Mais encore une fois, je regarde Judith si tu as plus d'infos, mais moi, j'ai pas du tout travaillé du coup sur les données des parents. Nous avons collecté donc de la même façon auprès des parents. José a fait les analyses d'ailleurs. Alors, il n'y a pas une taille d'échantillon qui permet d'aller dans des finesses comme nous sommes allés ici avec les ados. Globalement, on voit que l'intervention a un impact positif, mais sur vaccination, intention. Mais là, maintenant, avec le CAP, etc., on commence à avoir un terrain un peu plus spongieux par rapport à la taille d'échantillon. Mais peut-être, je sais, un jour, on pourra présenter, parce qu'effectivement, c'est un peu l'angle mort là-dedans. J'ai montré les résultats, je crois, il y a 1 an ici pendant le séminaire pour les résultats chez les parents, pour l'intention et vaccination de leurs adolescents. Mais finalement, pour le CAP, c'est plus compliqué parce qu'on a, je crois, moins que 200 parents qui ont répondu. Alors, qui ont répondu les 2 fois et pour lesquels on peut faire le lien. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu, mais ça a moins bien marché avec le code pour faire le lien, etc. Là, les jeunes s'appliquent mieux, surtout quand ils sont en classe. Oui, mais au final, c'est les parents qui décident que leur enfant se vaccine ou pas. Oui, tout à fait. Non, mais Voilà, c'est évidemment le grand problème, mais tu as aussi d'autres problèmes. Tes parents qui participent, ce sont ceux où ont tendance, l'enfant est déjà vacciné. Toi, c'est faire la recherche avec des personnes qui sont plus hésitantes, qui participent moins à la prévention. C'est toujours la même chose. Ce sont des facteurs de vulnérabilité qui font aussi que les gens sont plus difficiles à atteindre, etc. Mais peut-être pendant l'année, on peut faire une présentation spécifiquement sur les questions des inégalités sociales parce qu'effectivement, on a trouvé des éléments, mais voilà, on peut faire un zoom là-dessus si ça vous intéresse. C'est moins, alors on va dire, on est moins dans le format essai randomisé, on est plus dans l'exploration post-hoc des données. Mais c'est peut-être, on peut faire ça. Merci. Merci. Oui, moi j'avais une question aussi, c'est du coup, si j'ai bien compris, il y avait eu une première étude qui avait montré qu'il y avait une association avec, qu'il y avait un effet de la vaccination gratuite sur la couverture vaccinale. Et là, mais ils n'avaient pas montré d'effet des séances éducatives sur la couverture vaccinale. Et du coup, là, dans cette étude, c'est un outcome combiné des deux, intention et couverture vaccinale. Et si on enlève
du coup, là, si on fait une étude de médiation, mais sans l'intention vaccinale, juste sans l'intention vaccinale, avec simplement la couverture vaccinale, est-ce qu'on trouve tous ces effets médiateurs-là, ou c'est que en combinant les deux outcomes qu'on trouve l'ensemble de ces médiateurs? Alors, j'ai pas fait l'analyse de médiation juste du coup sur l'intention pour vérifier, mais c'est vrai que logiquement, on pourrait croire qu'en effet, juste de prendre la composante OMM sur, en tout cas la composante OMM sur la couverture vaccinale, là on a bien démontré que ça n'avait pas d'effet. On pense aussi que c'est par rapport à la temporalité, c'est-à-dire qu'en fait, les analyses, elles ont été faites 5 mois après, donc peut-être que le temps était un peu trop court pour mesurer un effet des séances éducatives sur la couverture vaccinale, ça c'est un premier point. Et en effet, je pense, mais je ne l'ai pas fait, donc je ne pourrais pas confirmer, qu'en effet, si on enlève du coup l'intention, on perdrait clairement, c'est sûr qu'on perdrait en tout cas la force du rôle médiateur, voire peut-être qu'il serait nul, mais je n'ai pas procédé en tout cas à ces analyses, donc je ne pourrais pas être certaine. Et mais du coup, pourquoi utiliser quand même la couverture vaccinale et pas simplement l'intention vaccinale parce que du coup, là, c'est un peu plus compliqué à interpréter vu c'est un outcome combiné. Alors, nous, on trouvait ça plus intéressant en termes même juste de santé publique, de combiner les deux et pas juste de parler d'intention, mais de dire à quel point voilà, les séances éducatives auront un effet voilà, sur les deux, même si en effet, si on prenait juste la couverture vaccinale, ce serait peut-être très faible, mais d'avoir les deux, ça donne plus de force en fait. Mais là, c'est vraiment plus des questions de santé publique. Enfin, oui, il y aura certainement un problème de taille d'échantillon. On avait réfléchi tout au début là-dessus et donc assez rapidement, en regardant les chiffres, on est parti, en tout cas pour les mémoires d'Amanda, là-dessus. Mais c'est vrai, si la réaction du public est que oui, mais en fait, oui, c'est vrai. Peut-être c'est une analyse secondaire qu'on serait obligé d'ajouter, même s'il n'y a pas de puissance, mais juste vérifier est-ce qu'on va dans le même sens. C'est une bonne remarque. C'est vrai, merci. Bon, moi, j'ai une question, mais c'est un petit peu... c'est un peu technique et peut-être que quelque chose m'a échappé dans la présentation, Amanda, mais donc avec les analyses de médiation causale, là, c'est ma voix qui fait rire. Oui, tu peux ajuster sur des différents facteurs de confusion potentielle. Et là, j'ai pas compris si tu l'avais fait ou pas, en fait. Oui, bah, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné pour pas rentrer trop dans le détail. Mais oui, donc ça a été ajusté sur deux autres composantes. Donc sur la composante facilitation d'accès et sur la composante médecin généraliste. J'avais testé également de voir s'il y avait des biais de confusion par rapport à d'éventuelles variables sociodémographiques. Donc ça a été testé, mais il n'y avait pas. Voilà. Donc finalement, la randomisation a quand même bien marché puisqu'il n'y en avait pas. Donc non, là, c'est juste ajusté sur les deux autres composantes. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Sinon, on est à 15h04. On aurait droit d'arrêter de lever la séance. Oui, je crois qu'on a fait le tour. On a eu des questions pour chacun des orateurs. On va remercier tous les deux à nouveau. Merci beaucoup, Olivier et Amanda. Et puis, oui, je pense qu'on peut clore. On se retrouve le 25 octobre pour le prochain séminaire. Tout à fait. Et donc, de notre côté, nous avons des intervenants, je crois, jusqu'à la fin de l'année. J'essaie de mobiliser les collègues pour compléter le programme. Il n'y a plus qu'une autre séance après, avant la fin de l'année, qui est le 20 décembre, puisque en fait, la séance de novembre est annulée pour cause de journée du département chez vous. C'est ça. Vous participez au JDD? Certains d'entre nous y participent, oui. Le labo sera représenté. Voilà. Super. Ok. Merci à tout le monde et puis à bientôt.
et bon week-end. Au revoir. Merci, bon week-end. Merci. Au revoir. Ok.